raconte. Christophe Ondelatte. En mars 2016, Valérie Bacot a tué son mari d'une balle dans la nuque. Elle était déterminée à ne pas le rater. Et elle avait ses raisons. Ouvrons ensemble la cote B du dossier d'instruction de Valérie Bacot. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelatte raconte. Cote B sur Europe 1. En 2016, Valérie Bacot a 36 ans. Et depuis 24 ans, elle vit l'enfer avec Daniel Paulette. Cet homme a d'abord été le compagnon de sa mère. Et il l'a violée quand elle avait 12 ans. Il a été condamné pour ses viols et à sa sortie de prison, il a recommencé. Valérie Bacot était sous emprise. Elle a épousé son bourreau. Ils ont eu 4 enfants. Et les humiliations et les violences ont continué. Daniel Paulette frappait et violait Valérie Bacot. Il l'a même forcée à se prostituer. Il programmait tout. Valérie Bacot. C'était où il trouvait des clients sur Internet où fallait que je me mette sur le bord de la route et attendre que quelqu'un s'arrête. Et lui, il était derrière moi, caché. Il avait ses écouteurs et moi, j'avais mes écouteurs et j'écoutais et je faisais comme un robot tout ce qu'il disait. Lui, il est dehors, il regarde et par les oreillettes me dire exactement ce que je dois faire comme lui, il veut. Et de laisser un petit trou dans la fenêtre du coffre pour qu'il puisse regarder tout ce qui se passe. J'encaisse parce que si je le fais pas, il me frappe. Il faisait de moi ce qu'il voulait. Valérie Bacot était terrorisée par son époux. Mais elle n'a jamais trouvé la force de le quitter. Et le 13 mars 2016, elle craque et elle tue Daniel Paulette d'une balle de 22 longs rifles dans la nuque. Nous sommes un soir Maître Nathalie Tomasini, avocate de Valérie Bacot, où Daniel Paulette va indiquer donc à Valérie que demain, il y a un gros client connu de Valérie qui est particulièrement pervers, salace, qui souhaite donc voir Valérie et donc un rendez-vous est d'ores et déjà fixé. Et ce soir-là, lorsqu'ils partaient comme ça pour leur rendez-vous nocturne, ils devaient donc préparer un sac où ils emmenaient à la fois des objets sexuels, godemichés et autres. Et il y avait également un revolver qu'ils amenaient avec eux pour se protéger s'il y avait des mauvaises rencontres et s'ils pouvaient être en danger. Le client avait 20 minutes de retard. 20 minutes pendant lesquelles Valérie et Daniel Paulette étaient dans la voiture, seuls, en pleine nuit, l'arme étant présente, et Daniel Paulette, toujours extrêmement nerveux, belliqueux, en train d'invectiver Valérie. Hé Valérie,
Si tu fais pas ce que je te dis, là, et ce que veut ce type, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas voir, sale pute. Tu vas prendre cher. Moi, je te le dis. Et ce client-là, on le connaît, toi et moi. T'as intérêt à le satisfaire. Cet homme l'a forcée, elle saignait. Lorsque l'homme est parti, Daniel l'invectivait en lui disant qu'elle pleurait, elle saignait. Daniel Paulette lui hurlait dessus en disant qu'elle n'avait pas fait ce qu'il fallait faire, qu'ils allaient perdre le client. Et elle était dans un état de dissociation terrible, il faut dire le terme, puisqu'elle venait de subir un viol. Et il y avait cette arme, instrument du destin ou pas, qui se trouvait là. Elle a saisi l'arme et elle a tiré une balle dans la nuque de Daniel. J'ai tiré sans comprendre ce qui se passait. Et je me suis sauvée parce que j'ai cru qu'il allait me tuer. Et je l'ai dit à mes enfants et ils m'ont dit « T'inquiète pas, on va t'aider. On est là pour toi. » Et on a vécu comme ça jusqu'à ce que les gendarmes viennent m'arrêter. On est assise et on attend l'arrivée de notre future cliente Valérie Bacot. Et on la voit arriver avec une surveillante. On a de la peine à imaginer qu'il s'agit d'elle. Parce qu'elle est toute petite, elle est toute frêle, elle a de longs cheveux bruns et des yeux bleus immenses et un visage d'enfant. Et une innocence tellement rare sur le visage d'une accusée. Parce que, je le rappelle, nous l'avons tout de suite accueillie et défendue comme une victime qu'elle était, mais elle était accusée du meurtre du père de ses 4 enfants. Et c'était inimaginable de voir une telle pureté, une telle candeur dans le regard et sur ce visage d'une manière générale, que ça a été un choc. Et de surcroît quand elle a pris la parole, parce qu'elle avait une voix d'enfant également. Madame, oui, je suis contente de vous voir. C'est gentil. Mais je sais pas quoi vous dire. J'ai fait quelque chose de mal. Mais je peux vous dire, ma vie, ça a été un calvaire. Je vous cache pas que lors des premiers échanges, c'est toujours difficile parce que ce sont des femmes qui n'ont plus confiance en l'autre et qui, malgré la candeur de Valérie Bacot, sont là aussi pour jauger la personne qui est en face d'elle, pour savoir si elle va pouvoir nous faire confiance. Elle qui a fait confiance à tant de gens, qui a été déçue, bafouée par tant de gens. Donc il faut créer le lien. Et c'est ce qu'il y a de plus dur. Parce que dans ce type d'affaires, ce qu'il faut avant tout, c'est précisément créer ce lien de confiance. Il faut qu'une accusée victime ait confiance dans son avocat, dans ses avocates. Et c'est ça qu'il faut établir. Donc c'est petit à petit. C'est comme si on apprivoise. C'est comme le petit prince et le renard. C'est vraiment ça. C'est tisser le lien petit à petit. Alors évidemment, vous vous en doutez, on ne commence jamais par les faits. On n'aborde jamais les faits qui sont les plus douloureux. On commence par lui demander si elle va bien, comment se passe sa détention, pour ensuite, dans un deuxième temps, lui demander de nous parler d'elle, de nous raconter son histoire, avec ses mots, ce qu'elle a vécu.
Valérie Bacot, 36 ans, a vécu l'enfer avec son mari Daniel Paulette. Viol, coups, insultes pendant près de 20 ans. Avant d'être son mari, Daniel Paulette a été son beau-père. Il vivait avec sa mère. Valérie Bacot n'avait que 12 ans et c'est à ce moment-là que les viols ont commencé. Au départ, c'était des attouchements, des signes d'affection, mais que moi, à mon âge, je comprenais pas. Même si je trouvais ça bizarre, mais je comprenais pas. Valérie Bacot. Après, c'était plus devenu des attouchements, mais c'était devenu des viols. J'ai essayé plusieurs fois de me débattre et j'ai appris qu'il fallait mieux que ça se passe vite et que j'avais moins mal. Ça a duré jusqu'à ce que ses sœurs le dénoncent aux gendarmes, qu'il est parti en prison. Et quand il a fini sa peine, il est revenu à la maison et ça a recommencé très peu de temps après. Ce qu'a vécu Valérie est effroyable. Elle est extrêmement jeune. Daniel Paulette, il a tissé sa toile d'araignée. Et vous avez cette toute jeune proie qui n'a encore aucune défense, qui s'est fait prendre au piège très vite. L'emprise est tellement forte déjà à l'époque, c'est que interrogée sur les agressions de Daniel Paulette à son égard, de son beau-père à son égard, Valérie niera. Valérie dira qu'elle était totalement consentante et qu'il ne l'a jamais violée. Ordonnance de mise en accusation. En 1995, Daniel Paulette a été condamné à 4 années de prison pour des faits d'agression sexuelle sur Valérie Bacot. 2 ans et demi après cette condamnation, le beau-père de Valérie Bacot est retourné au foyer et il a recommencé à violer sa belle-fille. Et de nouveau, lorsqu'elle a environ 16 ans, la reviolée et elle tombera enceinte de ces entrefaits et finalement elle quittera le domicile contrainte et forcée, jetée à la rue par sa propre mère parce qu'elle ne supportait pas finalement que sa propre fille lui prenne la place dans le lit de son amant, et par la suite elle n'avait d'autre choix finalement que de partir avec lui parce qu'elle n'avait nulle part où aller, Valérie. Elle partira jetée à la rue, mais secourue, entre guillemets, là aussi, par Daniel Paulette qui se présente sous les traits de son sauveur, alors qu'il n'est autre que son abuseur et qui l'épousera et lui fera 4 enfants. Code B11. Expertise psychiatrique du docteur Denis Prieur. En août 1998, chassée par sa mère, Valérie Bacot, 18 ans, s'installe avec Daniel Paulette, 48 ans. Ils vivent dans une maison de Baudemont en Saône-et-Loire. Daniel Paulette travaille comme chauffeur poids lourd. Valérie ne travaille pas. Son mari la force à rester au domicile pour s'occuper de la maison et de leurs 4 enfants. Le quotidien de Valérie était fait de peur, d'angoisse, du retour de cet homme qui, lors de tous les déjeuners, les dîners, les soirées, l'invectivait, lui disait qu'elle était bonne à rien, qu'elle était nulle, que c'était qu'une conne. Et il a évidemment assorti de coups, de renversements des assiettes, des bols qui volaient en éclats, des coups de poing dans les murs, sur elle-même, et aussi des bousculades sur les enfants. Donc oui, une vie faite de fureur, de frayeur. Ça m'est arrivé plusieurs fois de lui dire « mais frappe tout de suite » parce que je savais qu'après, c'était plus calme. Et à la fin, c'était que je me posais la question et si on allait passer le week-end ou pas.
faut être dans une vigilance permanente, il faut que tout soit nickel à la maison. Si jamais il rentre et qu'il y a quelque chose qui n'est pas en place, mais elle le sait très bien, Valérie, il n'y aura jamais rien de parfaitement en place, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quoi qu'on fasse une chose ou son contraire, ça ne va jamais. Et c'est là où on devient folle. Parce que même si vous anticipez tout, si vous êtes absolument parfaite, de toute façon, vous allez recevoir votre raclée. Elle parle d'abord d'un règne de la terreur généralisée. Laurence François, experte psychologue. Il ne supportait aucun bruit, il fallait que les repas soient prêts, elle ne pouvait absolument pas sortir, évidemment pas avoir d'amis, etc. Elle était chronométrée quand elle faisait ses courses, et il abusait d'elle parce qu'elle estimait que de toute façon elle ne comptait pas, sauf comme objet. C'est comme une marionnette, elle ne peut pas faire autrement que de ne plus penser, que de ne plus choisir. Elle doit obligatoirement subir. Je pense que le seul moment où elle était actrice, c'était pour faire à manger, pour s'occuper du linge, de la famille, éventuellement emmener les enfants à l'école. Voilà, c'est le seul moment où elle était actrice de sa vie. Pour tout le reste, elle était véritablement dans le subir. Code B19. Expertise psychiatrique du docteur Denis Prieur. L'enfance de Valérie Bacot est marquée par des carences affectives et éducatives sévères, puis par des maltraitances physiques et sexuelles. Dès son plus jeune âge, Valérie Bacot est battue par sa mère, et quand elle a 6 ans, son frère aîné âgé de 9 ans la viole en lui imposant des fellations. Elle est incarcérée à Dijon, cette dame. Elle est surprenante, Valérie Bacot, parce que lorsque je la rencontre, j'ai l'impression de voir une jeune fille. Tellement elle paraît jeune. Elle n'est pas très grande, elle est menue, elle n'est pas maquillée, elle a les cheveux attachés en queue de cheval. Et surtout, c'est une jeune femme qui paraît franchement beaucoup plus jeune que son âge. Et elle a un regard qui est presque empreint d'un peu de naïveté. Donc elle nous réserve un accueil, enfin elle me réserve un accueil extrêmement bienveillant. C'est une dame qui va s'exprimer avec beaucoup de douceur, beaucoup d'authenticité. Et puis c'est une dame qui s'exprime finalement avec une grande aisance. Elle a des tas de souvenirs, elle peut détailler son enfance, elle peut détailler sa vie de femme, et elle va expliquer avec précision les ressentis de peur qu'elle a pu avoir. Code B23. Expertise psychiatrique du docteur Daniel Prieur. Valérie Bacot parle assez facilement de son histoire avec une voix plaintive et chevrotante. Le visage souffrant est atone tout au long de l'entretien. Ce visage ne s'anime que lorsqu'elle parle de la joie retrouvée de ses enfants après la disparition de leur père. Elle va pleurer tout le long de son récit, tout le long de son récit. Dès qu'elle parle de la souffrance morale de ses enfants, ou de la sienne, morale et ou physique, elle est effondrée. Une dame qui a beaucoup de chagrin. Je crois aussi qu'elle s'autorisait à pleurer. Je ne suis pas certaine qu'elle ait pu exprimer ses émotions et sa souffrance lorsqu'elle était mariée à ce monsieur. Elle a dû beaucoup contenir, et puis tout d'un coup, elle a pu lâcher tout. Et elle l'a fait avec en même temps une pleine conscience d'avoir mal agi. Elle disait, je sais que je vais payer et je dois payer pour ce que j'ai fait. Mais je n'avais pas d'autre solution. Parce que à chaque fois que j'envisageais de partir, et il m'a toujours dit, si tu essaies de partir, je te tuerai. Et ce qui la terrorisait, c'était pas tant d'être tuée, mais c'est que ses enfants puissent soit rester avec leur père,
soit eux-mêmes être tués. Elle n'était pas certaine d'être la seule victime si elle décidait de partir. À la juge d'instruction, Valérie Bacot explique que son mari l'a terrorisée, mais que, malgré les coups, les viols et la prostitution, elle n'est jamais parvenue à le quitter ou à demander de l'aide. Elle n'a pas porté plainte comme la majorité de ces femmes qui vivent l'horreur dans le huis clos familial. Maître Nathalie Tomasini, avocate de Valérie Bacot. C'est cette peur terrorisante depuis toujours qu'elle a en elle qui fait que ces femmes n'arrivent pas finalement à bouger. Elles n'arrivent pas à avoir l'énergie nécessaire pour pousser la porte d'un commissariat. Elles sont tétanisées. Il y a aussi cette honte absolue. Et puis elles pensent, parce que ça a été inculqué par leur bourreau, que personne ne va les croire, que leur parole ne vaut rien. Et donc, elles ne le font pas. Les enfants ont essayé d'aller à la gendarmerie. Ils se sont fait envoyer paître. Parce que c'était des gamins qui ne savaient pas que ça à faire. Et que si je voulais porter plainte, il fallait que j'aille moi-même. Mais moi, j'avais trop peur, justement, parce que comme je n'avais pas à sortir, automatiquement, il aurait trouvé ça bizarre. Et je serais rentrée et ils m'auraient peut-être tuée. Il était toujours possible de se rendre dans un service, dans une brigade de gendarmerie. Éric Jallet, avocat général. D'expliquer qu'elle était régulièrement frappée, qu'elle était régulièrement prostituée par son mari, et de demander à être protégée par la gendarmerie. Mais en fait, la problématique, c'était pas de savoir si elle avait le temps d'y aller, si elle avait la volonté d'y aller, c'est qu'en réalité, elle était prisonnière dans sa tête de son mari, dans la continuité de l'inceste qu'il lui avait imposé quand elle était toute jeune fille. Et encore faut-il en être capable, c'est-à-dire que elle est placée depuis l'âge de 14 ans dans une dépendance et une emprise vis-à-vis de lui qui la rend incapable d'imaginer même que la gendarmerie puisse l'aider. Porter plainte, ça aurait signifié une convocation. Et la première fois qu'on porte plainte, en général, on a un simple rappel à la loi. Elle aurait été rouée de coups, au moins, au retour de son mari. Au moins. Non. Là, elle ne pouvait pas. Non. Tout le monde avait dit à Valérie Bacot, si tu essaies de partir, il va te retrouver et il va te tuer. Elle était absolument certaine qu'elle n'avait pas d'autre issue, ou de se tuer elle-même, et donc elle risquait de laisser ses enfants sans parents ou avec un père violent, ou de tuer ce mari violent. Code B17, expertise psychologique de Laurence François. Valérie Bacot a expérimenté tant de violence depuis son enfance qu'elle s'est en quelque sorte habituée à subir progressivement de plus en plus de maltraitance. Cette position peut s'apparenter au syndrome de Stockholm qui pousse la victime à développer un sentiment d'affection pour leur bourreau. À cause de cette durée, de ce prolongement du registre du subir, elle a fini par mettre de côté ses propres ressentis. L'agresseur pousse en quelque sorte sa victime dans une sorte de congélateur. Pour ne pas être envahie par une panique abominable, la victime parvient à dissimuler ce sentiment de panique, de peur, de terreur, etc. Et puis, elle essaie de rester calme, elle cherche finalement à apaiser son bourreau en obéissant
à ses ordres. C'est exactement ce qui s'est passé pour Valérie Bacot. Et puis, en réduisant progressivement ce choc énorme qui est provoqué par toutes les agressions subies, on parvient à maintenir un pseudo-équilibre et à faire semblant de vivre relativement normalement. C'est compliqué, hein. Au niveau psychologique, vraiment le syndrome de Stockholm, il est réservé à des personnes qui subissent durablement et intensément une domination et des violences. Finalement, il y a une espèce de familiarisation, je crois, qui est effrayante, au subir et au coup. C'est absolument terrible parce que ce sont des femmes qui finissent par adopter une sorte d'acclimatation à des violences inouïes. C'est même pas conscient, c'est même pas volontaire, c'est indu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement et effectivement, on accepte, mais on ne peut pas, on ne décide pas encore une fois. On accepte parce qu'on est placé dans une situation où rien d'autre n'est possible. Et ce que font ces femmes, ces victimes, c'est qu'elles passent leur vie effectivement à endiguer la violence du bourreau. C'est-à-dire qu'elles tentent de minimiser les effets de cette bombe pour justement épargner surtout leurs enfants. Code B17. Expertise psychologique de Laurence François. Valérie Bacot s'est sentie en mesure de tuer son mari quand sa fille de 14 ans, Carline, lui a fait part d'une conversation avec son père. Pour Valérie Bacot, le risque que Carline subisse le même sort qu'elle a provoqué un choc. Comme tous les soirs, les enfants vont dire bonsoir à leur père. Et Carline, donc la seule fille de Valérie, va dire bonsoir à son père. Et son père la retient et lui pose une question, pour le coup, extrêmement particulière. Il lui demande comment elle est sexuellement. Donc vous imaginez une fille de 14 ans à qui son père pose cette question. Elle trouve ça plus que curieux, plus que bizarre, et elle s'en ouvre à sa mère. Maman, je comprends pas ce qu'il voulait, papa. Il m'a demandé comment j'étais sexuellement. Je savais pas quoi répondre. Ça m'a gêné. Et je me suis dit, il faut absolument que je te le dise. Elle, Valérie, elle comprend très bien. Elle décode tout de suite le questionnement pervers de Daniel Polette. Et elle se dit non, c'est pas possible. Moi, d'accord. Moi, j'ai fait tout ça pour les protéger, j'ai tout accepté. Mais il peut pas toucher à ma fille. Ça, c'est pas possible. Il va pas lui faire à elle ce qu'il me fait à moi. Et ça la travaille toute la nuit. Elle en est malade. Parce qu'elle le connaît. Et elle sait que ces mots-là, derrière, il y a cette réalité atroce. Et que peut-être, elle ne lui suffit pas pour rapporter de l'argent. Et qui va peut-être à nouveau prostituer sa propre fille. Elle sait qu'il en est capable. Et c'est là que, petit à petit, elle se dit, il faut que tout ça, ça s'arrête. C'est plus possible. C'est la seule fois où elle a dit non. Parce que je pense que ses enfants étaient sa priorité. Et là, tout de suite, Valérie Bacot a compris que sa fille était en danger. Et c'est ça qui l'a motivée à un passage à l'acte. C'est rien d'autre. Le reste, elle avait l'habitude. Elle subissait. En revanche, que sa fille risque d'avoir la même vie qu'elle, ça, elle s'y est complètement refusée. Elle était absolument certaine qu'elle n'avait pas d'autre issue. C'est entourée de ses proches que Valérie Bacot arrive au tribunal de Chalon-sur-Saône.
La jeune femme, à la silhouette frêle, est accusée d'avoir tué son mari Daniel Polette, de 30 ans, son aîné, le 16 mars 2016. Poursuivie pour meurtre sur conjoint avec préméditation, Valérie Bacot encourt la prison à perpétuité. J'ai déjà préparé mes affaires parce que je sais ce qu'il faut maintenant, je sais ce qu'il faut pas en prison. Je veux dire, voilà, je sais que je tourne encore une partie de ma vie. Donc je me suis préparée mentalement, justement. J'ai préparé tout mon départ. Voilà, tout ce qui était papier, tout ce qui était école pour le plus petit. Voilà, j'ai fait tout mon rôle de mère avant de partir. Parce que je sais que je revivrai pas avec eux avant un bon moment. Parce que j'ai fait quelque chose d'horrible et il faut que je paye. Même si j'ai une partie de moi qui me dit que c'est son procès à lui aussi. C'est une affaire tout à fait extraordinaire. Inceste, violence, prostitution, un condensé d'horreur pour la vie d'une seule femme. Donc la presse est là. Elle l'a tuée, elle l'a enterrée avec ses enfants. Elle a gardé le silence pendant 18 mois. Elle est coupable. Il y a une véritable effervescence autour de ce procès. D'abord, Valérie Bacot est arrivée à l'audience en disant je mérite la prison. Éric Jallet, avocat général. Au début de l'audience, c'est déjà un sentiment en réalité d'une accusée totalement apeurée, ne maîtrisant pas réellement la médiatisation déjà de son procès, alors même qu'elle en était à l'origine avec sa défense. Valérie Bacot, c'est quelqu'un d'aspect très frêle. Elle a 40 ans au moment de l'audience, mais elle en paraît beaucoup moins. Il y a une forme de fragilité qui se dégage d'elle, qui est accentuée encore par l'assaut de tous les journalistes dans la salle des pas perdus. Elle est arrivée, à l'époque, on était encore en plein Covid, masquée, comme nous tous d'ailleurs, la tête baissée, complètement recroquevillée, oppressée par cette foule de journalistes. Et j'ai dû demander d'ailleurs que les journalistes reculent pour qu'elle puisse accéder à sa place, tellement c'était dense. Au début, elle était terrorisée, totalement terrorisée. Elle est ailleurs, hein. Elle est tellement sollicitée, tellement questionnée, tellement l'enjeu est tellement immense. Alors autant elle était vivante quand je l'ai rencontrée, hein. Alors vivante aussi dans ses émotions, sa douleur, ses larmes, mais elle était vivante. Et là, je la trouvais presque un petit peu, comment dirais-je, un peu anesthésiée, un peu figée. Ça devait être pour elle absolument terrible. Elle craignait ce procès. Hein. Elle le craignait. Elle savait et elle estimait absolument normal d'être punie. Ça, elle l'a dit à plusieurs reprises, mais en même temps, bien entendu, qu'elle craignait. Parce que là, elle allait savoir et elle allait mesurer le temps de séparation qui allait lui être imposé avant de revoir ses enfants. Parce que tout était là. Hein. Tout était, encore une fois, l'objectif, c'était ses enfants. Code B25. Expertise psychiatrique du docteur Denis Prieur. Valérie Bacot était enfermée dans la certitude que seul le passage à l'acte pouvait lui permettre de sauver ses enfants. Il ne semblait pas que cet acte ait été imaginé pour se sauver elle. En conséquence, nous retenons une altération de son discernement et du contrôle de ses actes, et non une abolition. J'ai retenu que Valérie Bacot
avait été avant tout une victime au départ. Le rôle de l'avocat général, c'est rappeler les valeurs de la société. Et la première des valeurs de la société, c'est la valeur de la vie. Et ça, c'était nécessaire de le rappeler. Et en tout état de cause, on ne pouvait pas la condamner sans prendre en compte l'altération du discernement, les maltraitances qu'elle avait vécues, l'absence de risque de réitération, ce qu'elle avait créé avec ses enfants, malgré la situation effrayante qu'elle leur a fait subir aussi, d'enterrer leur père. Moi, je réfléchissais par rapport au dossier que j'avais en main pour expliquer aux jurés que Valérie Bacot n'était pas responsable de ses faits, de son passage à l'acte. Et pour cela, j'avais les expertises en main qui allaient dans mon sens. Donc, je décide de plaider l'abolition du discernement et donc de pousser le curseur au plus haut. Cette femme ne pouvait avoir d'autre choix que de tuer son bourreau pour pouvoir s'en libérer. C'est-à-dire que son geste était quasiment automatique, qu'elle n'a pas réfléchi, qu'elle n'était pas consciente de ses actes. Donc là, on est vraiment dans l'abolition du discernement. Et lorsqu'il y a, à un moment donné, une violence supplémentaire, et d'un coup, tout ressort. Et la violence de la sodomie, avec ce client, a fait tout exploser. C'était trop. Et donc, il y a un passage à l'acte qui est quasiment automatique. Et on est bien dans ce qu'on appelle l'abolition du discernement. Il n'y a plus de discernement. Ce n'est plus possible. Elles ne raisonnent plus, ces femmes, comme vous et moi. Elles en sont incapables. Et donc, elles tirent. La cour d'assises de Chalon-sur-Saône ne retient pas l'abolition de discernement de Valérie Bacot. Elle est condamnée à 4 ans de prison, dont 1 an ferme pour le meurtre de son mari. Valérie Bacot avait déjà purgé cette peine de détention. Elle quitte donc le palais de justice libre. C'est un nouveau combat maintenant, pour toutes les autres femmes et toutes les maltraitances. Merci. Vous allez comment, Valérie, si on peut vous demander? Vous êtes soulagée? Elle est non, pas soulagée, mais vidée. Vidée mentalement et physiquement. Vous étiez préparée à partir en prison ce soir? Oui. Et vous rentrez chez vous? Oui, et je pourrais être là pour mes enfants et ma petite fille. Merci. C'était On de la raconte Code B. Rédaction en chef Guillaume Maury. Enquête aujourd'hui Vincent Deby. Réalisation Mathieu Fret. Retrouvez On de la raconte Code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast.